Raymond Bussière, acteur populaire qui est né en 1907, le 3 novembre, et qui est mort à Paris le 29 avril 1982. Eh bien, Raymond Bussière, avec cet accent parigot, dans les années 30, c'est avec Annette Poivre qu'il va ensuite poursuivre cette longue carrière cinématographique autant que théâtrale. Un couple resté très uni. Trésor, mémoire de radio, présente. 13 Mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presente. Annette Poivre et son mari Raymond Bussière, un peu oubliés aujourd'hui. Ce sont deux grands comédiens de second rôle. Et maintenant, ça n'existe plus, les seconds rôles. C'est dommage. Le dernier grand scénariste qui a écrit pour les seconds rôles, on peut dire que c'est Audiard. Mais c'est très très dommage, car ces personnages amenaient au film un plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait acteur de complément. Acteur de complément, donc, qui donnait la réplique, on l'a bien compris, à l'acteur principal, mais qui en élargissait sa dimension, en somme. Mais c'est-à-dire que c'était toujours le personnage qui amenait le petit grain de sable dans une aventure. Et évidemment, les Roquevert, les Georgette Anis, les Maryse Martin, tous ces gens que l'on a un petit peu oubliés, c'est dommage, étaient là. Et le samedi soir, d'ailleurs, on les a appelés souvent les amis du samedi soir. Pourquoi? Parce que le samedi soir, dans les salles de quartier, qui n'existent plus hélas, on projetait des films pour les parents et les enfants. Et la plupart du temps, c'était des comédies qui étaient très drôles, qui n'amenaient pas grand-chose, mais on s'amusait beaucoup et le public, riait et aimait rire en famille au cinéma. Alors, plus près de nous, un certain Jean-Claude Brialy a aussi pu jouer ses seconds rôles tout en remplissant une carrière fort longue et très fournie. Est-ce le cas dans un tout autre registre, le registre comique de Raymond Bussière? C'est-à-dire que c'est toute une autre époque. Brialy a commencé en jouant, comme tous les comédiens de cette époque, c'est-à-dire des petits rôles, mais pas des seconds rôles. Au début des années 50, la nouvelle vague, Chabrol notamment. Je crois qu'il faut démarquer ce qu'est un petit rôle et ce qu'est un rôle de complément. Le rôle de complément ne veut pas dire, comme on le pense souvent, petit rôle. C'est un rôle qui a son importance. Ce n'est pas le comédien qui a la vedette, mais il accompagne la vedette. Alors qu'un petit rôle, c'est quelques scènes avec quelques répliques. C'est comme ça d'ailleurs qu'ont commencé les plus grands. Les plus grands, Raymond Bussière n'en fait pas partie, même si dans votre archive inédite, nous allons dévoiler un formidable plateau de ce cinéma qui a commencé dans les années 30, cinéma parlant tout de même, jusqu'aux années 80. Donc une carrière épatante, Raymond Bussière, mais une carrière assez atypique. Mais il a tourné un peu dans tous les films de cette époque, que ce soit des films comiques ou que ce soit des films dramatiques, puisque on l'a vu dans L'Assassin habite au 21, on l'a vu dans Les Belles de nuit, on l'a vu dans Porte de Lilas, où il ne joue pas automatiquement des comiques. Mais ce n'est pas un comédien qui s'est formé au conservatoire. Mais non, c'est-à-dire que pour être un bon comédien, il n'y a pas besoin, d'ailleurs Annette Poivre le dit, de passer par le conservatoire. Exemple, Gérard Depardieu. Disons que le conservatoire est une école. Mais il n'y a pas que le conservatoire. Et Depardieu le dit lui-même d'ailleurs, moi je suis sorti de l'école de la rue, un peu comme Raymond Bussière. Raymond Bussière, acteur populaire qui est né en 1907, le 3 novembre, et qui est mort à Paris le 29 avril 1982, Raymond Bussière, avec cet accent parigot, dans les années 30, était forcément populaire puisqu'il a commencé. Donc c'est dire que cette école a dû beaucoup le marquer. Mais il faut dire que Raymond Bussière a été un personnage influent au syndicat des acteurs. Il a fait énormément pour les comédiens et en particulier justement pour ceux qu'on appelle les acteurs de complément, les seconds rôles. C'est avec Annette Poivre qu'il va ensuite poursuivre cette longue carrière cinématographique autant que théâtrale. Un couple resté très uni, un couple dans quel contexte? Vous savez que j'aime beaucoup la coulisse des rencontres. C'était tout simplement un hommage qu'on lui rendait à la Cinémathèque française. Enfin, pas un hommage tout à fait à Raymond Bussière, mais à ceux
que l'on appelle avec un clin d'œil les excentriques du cinéma. Alors ils étaient tous là, donc il y avait Annette Poivre, il y avait Pierre Mondy, et il y avait Georgette Anis, il y avait Jacqueline Maillan, ils étaient tous là pratiquement. Et c'était vraiment une réunion, parce qu'ils racontaient chacun des anecdotes et tout, et c'était assez passionnant d'ailleurs d'entendre les uns et les autres, et surtout cet amour qu'ils avaient tous pour le cinéma et pour les comédiens. Annette Poivre pourrait-elle jouer également le second rôle dans cet entretien? C'est-à-dire que je souhaitais interroger Raymond Bussière. Et lorsque Raymond m'a dit, écoutez, venez à la maison, Annette Poivre était là, et j'ai dit, asseyez-vous, et puis voilà. Et donc, quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait, mais autrement, lui, comme il le dit, je suis tellement bavard qu'il la laissait pratiquement pas placer un mot. Alors nous, on va en dire quelques mots quand même. Elle se nommait Paul Marie-Jeanne Perron, elle est née le 24 juin 1917, elle est décédée le 2 juin 1988 à Paris aussi. Annette Poivre, comment la définir? Elle est un peu perdue dans mes souvenirs. Mais Annette Poivre, c'est, j'allais dire, le pendant de Raymond Bussière. C'est-à-dire, c'est le côté un petit peu gouailleur, c'est le côté un petit peu parisien. Très pointu, très pointu. Non, peut-être pas pointu, mais gouailleur surtout. Voilà. Et vraiment, c'était une personnalité comme on aime en rencontrer. C'est-à-dire qu'on peut la comparer, j'allais dire entre guillemets, à sa voisine que l'on rencontre, que l'on croise tous les jours. Elle était aussi charmante, aussi adorable que Madame Tout-le-Monde, j'allais dire. Et elle se définissait comme « mais je suis Madame Tout-le-Monde ». D'accord, une Madame Tout-le-Monde quand même, qui n'avait aucun geste de vulgarité, une certaine élégance et qui a commencé fort jeune, puisqu'on la voit apparaître au cinéma dans Minuit Place Pigalle de Roger Richebey en 1934. Elle avait 17 ans. Et vous savez que de 1934 à 1988, elle n'a pas cessé de tourner, ce qui est quand même incroyable. Quant à lui, de 1933 à 1982, non plus. Il n'a pas cessé de tourner. Alors, il dit, j'ai commencé ma carrière en 1942. Oui, parce que en 1942, ça a été son premier grand second rôle. Mais il a commencé avec des tout petits rôles en 1933. On est à Paris, mais on est où exactement à Paris? Eh bien, on est chez eux, à quelques pas du théâtre Hébertot, dans un appartement, j'allais dire, bourgeois, tout à fait bourgeois, sans excentricité, un appartement cossu, très très agréable d'ailleurs, mais ce n'est pas le luxe de certains appartements, de certains comédiens, où là on se dit tiens le décorateur a mis sa patte. Non, là il le disait lui-même d'ailleurs, Raymond Bussière, on a ramené des meubles de chez mes parents, elle de la campagne a ramené le buffet, etc., etc. C'était vraiment un appartement très chaleureux, très cosy. Eh bien on vous y suit. Bonjour mes belles. Je vous avais bien dit que ça porte bonheur. Elle est charmante. Merci monsieur, c'est ma femme. La brune? Ah non, l'autre. Bravo, présentez-moi donc à la brune. Oh, si ça peut vous faire plaisir. Je pense bien. Voici monsieur Fleur. Gaston Fleur. Angélica Rossetti, Annette ma femme. Ce sont les deux sœurs d'ailleurs. Ils se ressemblent pas. Nous sommes sœurs de lait. Oh oui, mais c'est elle qui a tout bu alors. Et là, elle s'appelle Kétichon. Ah ben, le premier film, c'était Fandango. J'ai commencé ma carrière en 1942. J'ai tourné beaucoup de films. Certains disent même que j'en ai tourné trop. Je suis en train de tourner mon 111e film. Enchaînez, je vous dis c'est clair. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour, et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot, pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours,
C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour à un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant qu'il y en a trop. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. Des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais la 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 la, c'est sûr que la 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 la, mon amour. Au fond, ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour, si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour. Edith Piaf, c'est une très belle chanson. C'est vous qui l'avez choisie, d'ailleurs, Annette Poivre et Montbussière. Vous aimez beaucoup Piaf? Nous avons eu la chance de la connaître. C'était un merveilleux personnage. C'était un extraordinaire personnage d'une générosité, d'une gentillesse. Mais enfin, elle a brûlé sa vie. Enfin, celle-là, on l'a connue en Monte-Carlo. Ça durait jusqu'à 2-3 heures du mat. Et le lendemain matin, moi, il fallait que ce soit mon boulot. Alors, ça n'a pas pu durer très longtemps parce que, alors, elle était tuante. Elle aurait tué un escadron de gens, mais c'était une femme d'une gentillesse, d'une générosité, un sens de la vie très, très profond, très chic. C'est un très joli personnage. Vous êtes Annette Poivre et Montbussière depuis 35 ans ensemble. C'est quand même, comme dirait l'autre, un bail. Et on n'en est pas mort. Le problème, c'est du couple, c'est d'être plus heureux à deux que tout seul. Mais dès qu'on est malheureux, parce qu'on est deux, il faut se quitter, il n'y a pas de problème. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin. Au café, il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle.
sur la Seine. Les ennuis, il y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. V'là l'ennui à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Vous savez que j'ai connu Francis Lemarque aussi, il avait 15 ans ou 16 ans ou quelque chose comme ça, oui. Il avait un frère et ils faisaient un petit numéro tous les deux. C'était un monde qui était né rue de Lappe et qui chantait dans les cours rue de Lappe, etc. D'ailleurs, il a une cicatrice au-dessus d'un sourcil. Et c'est un jour une dame très gentille et très... qui lui voulait du bien et qui lui a acheté du 3e étage une pièce de 2 sous en bronze à cette époque-là. Et malheureusement, il l'a reçue et ça lui avait fait une cicatrice. Annette Poivre, Raymond Bussière, c'est un bon partenaire à la scène, au cinéma. Oui, dans la vie aussi d'ailleurs, mais à la scène ou au cinéma aussi. C'est très amusant d'ailleurs notre cas parce qu'on joue la comédie de 2 façons complètement différentes. Annette me trouve trop lent. Et elle a raison d'ailleurs. J'ai tendance, moi, à m'installer, à bien poser mes effets, comme ça. Je suis un lent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder mes lèvres, j'ai une grosse lèvre molle, etc. Alors qu'Annette est une mitrailleuse. Elle balance son texte à une vitesse. En plus, elle a fait le conservatoire. Je veux dire qu'elle a une formation. On l'a aidé à ça. Son travail l'a aidé à faire ça. Alors que moi, je suis pas passé par le conservatoire. Je suis passé par l'hôtel de ville où j'étais dessinateur. Ça ne prédispose pas particulièrement à une excellente diction. Voilà. Alors, elle me dit toujours, mais presse-toi un peu. Et moi, je lui ai dit, mais prends ton temps. Fais ton effet pour le bien, etc. Voilà. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, suffit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux. Les ratophiles et railleurs dans un monde meilleur, ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Il se trouve quelque chose d'assez curieux. Étant donné mon emploi, j'ai commencé à jouer les petits truands, enfin les petits grandeurs de la morale, enfin, etc., qui devenaient facilement des truands. Où ma carrière était axée pendant très longtemps, il y a que maintenant qu'elle a l'air de se modifier un petit peu, et encore, sur le comique. Il y a deux personnages avec lesquels j'ai jamais travaillé, c'est Gabin et Fernandel. Annette a travaillé avec Fernandel. Oui, moi j'ai fait l'armoire volante de Carl Orim avec Fernandel. Alors que moi, je n'ai jamais travaillé avec ces deux-là. Quelque temps avant sa mort, j'entendais autour de moi, et très souvent, des gens qui disaient « Oh, Gabin, oh, c'était toujours la même chose, oh, maintenant qu'il est mort, on lui tresse des louanges et des trucs, c'était le plus grand acteur et tout ça. » Or, pour moi, depuis longtemps, c'est un des plus grands acteurs français. Un des plus grands acteurs français. Il n'y a pas de problème. On dit toujours le Grisby de Becker, mais moi je peux affirmer, les deux étant morts d'ailleurs, je peux affirmer que le Grisby n'aurait jamais été le Grisby s'il n'y avait pas eu Gabin. Sans Gabin. L'amitié tient une place importante dans votre vie? Énorme. Avant de faire ce métier, j'ai une jeunesse assez pauvre, assez médiocre au point de vue argent, tout du moins. Je me suis acheté un costume, mon premier costume, je me suis acheté quand j'ai fait ce métier. Avant, j'allais pas à poil, moi. Enfin, j'avais une veste, un pantalon, ça dépend lequel j'ai usé le premier. Et je le disais l'autre jour à un de mes copains, j'ai eu la plus belle jeunesse parce que j'ai eu les meilleurs amis, les meilleurs hommes ou femmes d'ailleurs qu'on peut espérer avoir, et que même si à cette époque-là on m'aurait donné du fric, ça aurait été encore mieux, ça aurait été encore beaucoup plus batte, mais ça n'aurait pas changé grand-chose à la chose. J'avais ce que je préférais. C'est tout à fait différent. J'ai eu une enfance extraordinaire avec des parents extraordinaires, merveilleux. Alors je suis partie gâtée au maximum. Après j'ai eu la chance d'aller au conservatoire. Après j'ai eu la chance d'aimer ce métier et la chance de pouvoir le continuer, le faire, l'exercer, plus ou moins glorieusement, plus ou moins modestement, ça dépend des jours, des périodes. Et ça a été ma grande satisfaction à moi, quoi. Annette aussi a eu des parents extraordinaires. J'entends toujours les jeunes qui se plaignent de leurs parents. Je me dis les pauvres. Moi, j'ai eu tellement de chance. J'ai un père extraordinaire, une mère géniale, merveilleuse, qui était la générosité, la tendresse, la compréhension. Enfin, je sais pas, rien ne peut remplacer ça. J'ai jamais rencontré mieux. On va marquer une petite pause musicale avec Louis Armstrong. Des souvenirs? Oh là là, j'avais 20 ans. Je suis arrivé à Paris parce que je ne suis pas parisien en plus, encore une anomalie. Je suis venu à Paris à 20 ans. Il y a un copain qui m'a dit, t'as entendu parler de la musique nègre, la musique noire? On n'avait pas entendu parler de ça dans mon petit collège de Dreux, en Eure-et-Loire, et dans mon petit village natal d'Ivry-la-Bataille, dans l'Eure. Ralliez-vous à mon panache. Le panache blanc. J'avais jamais entendu parler de ça. Et il y a un copain qui m'a fait entendre un disque. Et ce disque était d'Armstrong. C'est quand même beaucoup de chance quand on a 20 berges et quand un coup on fait entendre cette musique qui commence à vous remuer la colonne vertébrale, les muscles, les machins, etc.
Be my life's companion and you never grow old. I love you so much that you never grow old. When there's joy in living, you just never grow old. You gotta stay young, 'cause you never grow old. People who are lonely can be old at 33. Don't let it happen to you. It didn't happen to me. Be my life's companion and you never grow old. You never grow old. No, you never grow old. Love and youth and happiness are yours to have and hold. Be my life's companion and you never grow old. I know a man who's lonely and he's old at 33. No one wants to be old at 33. Your disposition sours like a lemon on the tree. Don't let it happen to you, and I won't let it happen to me. Be my life's companion and you never grow old. I love you so much that you never grow old. Loving you and happiness, yours to have and hold. Be my life's companion and you never grow. You never grow. Lucia, I love you so much that you'll never grow old. Love and youth and happiness are yours to have and hold. Be my life's companion and you never Raymond Bussière, Annette Poivre, Raymond Bussière, vous faites partie de cette catégorie d'acteurs. Monsieur Poivre et Madame Bussière, voilà. Lorsqu'on les voit sur l'écran, tout de suite, on fait A. On fait A parce qu'on aime bien vous voir. J'aime bien le monde, j'aime bien les gens, j'aime bien, voilà. Alors les gens doivent s'en apercevoir. Annette, c'est la même chose qu'on est. Alors les gens s'en sont aperçus, quoi. Malgré mon conservatoire, je ne suis pas devenue antipathique. C'est méchant, ça, pour les gens qui font le conservatoire. Vous savez, un personnage comme Carrette, c'était un... Il sortait au conservatoire. Il sortait Carrette était au conservatoire. Il a débuté à la Comédie Française dans Chérubin. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand belle histoire. Quand figure Carrette quand on l'a connu après. Et alors, jouant Chérubin, c'est un merveilleux acteur, c'est un personnage. Il était bavard encore plus que moi, c'était un personnage épouvantable. Quand il est en train de nous raconter une histoire, juste avant de tourner, on disait attention, préparez-vous, on va tourner. Il continuait son histoire. On disait attention, moteur, il continuait son histoire. On disait claquette, il continuait son histoire. Et quand on lui départait, hop, il partait, et c'était exactement ce qu'il fallait. C'était le poids, c'était exactement la qualité, c'était cette chose. Puis alors, le côté humain, le côté direct, le côté, il avait l'air de tout inventer. Enfin, c'est un grand acteur. Oh, tiens, entrez, je vous apporte le beau temps. Une traite de la maison idéale pratique. Ah, ça n'est pas pour moi. Non, c'est pour la machine de monsieur. 2748 francs. Ah oui, mais vous tombez mal parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai pas de monnaie. Ah, je peux vous en faire sur 5000, sur 10 000 Non, j'ai juste un chèque d'1 milliard, ça va pour faire l'affaire. Je vois, monsieur est artiste. Ouais. Mais nous sommes formels. Pas d'argent, pas de machine. Bon, à ce moment, moi, c'est mon métier d'écrire. Si vous m'enlevez mon instrument de travail... Balzac écrivait à la main. Oui, mais aujourd'hui, les éditeurs n'aiment pas les manuscrits. À cause de vous. Une grande œuvre restera dans un tiroir. Ça, idéal pratique s'en fout.
Remarquez, moi je suis plutôt porté sur l'artistique. J'ai même composé un poème pour le jour de mon mariage. Ah bah alors on peut vous offrir un verre, entre confrères. Ah, c'est pas de refus, j'avoue que je suis même un peu porté sur le vin rouge. Ah, et c'est pénible, ramasser de l'argent acquis à des écrivains, des pauvres dactylos, des vieux professeurs. Vache de métier. Oh là là. C'est une jolie bagaille, dis donc. Ben, les verres. Maurice. Oh, où est-ce que t'as mis les verres? Ben, les verres, ils sont en dessous, chez le sculpteur. Ah bon. Tenez, videz-la. Oh non, c'est trop. Alors juste un petit coup à votre santé. Et pour vous remercier, je vais vous réciter ma petite poésie. J'osais pas vous le demander, moi. C'est aujourd'hui que je me marie à Marie. Il fait soleil. Et demain, s'il pleut, nous irons tous les deux sous le même parapluie. Mais c'est charmant, ça, écoute. Ah, et dites-moi, et avec la Marie, ça dure toujours? Ben, vous savez, on peut pas rester si longtemps sous le même parapluie. Vache d'existence. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Un de ces jours, et tâchez d'avoir des sous. Promis. Mais il y a aussi Jules Berry, par exemple, qui n'est jamais passé par le conservatoire. Je ne sais pas, je crois pas. Non, il était génial. Alors, ça, c'était pour moi, Jules Berry, c'est Ah, ça, c'est certainement fantastique et merveilleux. C'est certainement un des plus grands acteurs que personnellement j'ai connu. Enfin, c'est l'instinct. Et l'instinct, des fois, ça vaut beaucoup. Il avait le sens des choses. Il a eu qu'un défaut, Berry, en définitive, c'est qu'il était joueur. Comme il n'était pas personnellement très riche, il n'avait d'argent que quand il travaillait. Et pour jouer, pour satisfaire son plaisir de jouer, il faisait n'importe quoi. Et alors, comme c'était un monsieur de goût, et un monsieur fort intelligent, c'est lui le premier qui a essayé de lancer cet auteur extraordinaire qui s'appelait Savoir et qui était l'auteur qui est encore dans le comique ou dans les choses comme ça à l'avant-garde aujourd'hui. On ne joue plus actuellement du Savoir, on demande pourquoi, mais c'était vraiment un des grands auteurs de l'époque. Et Berry toujours a défendu Savoir à mort en jouant presque toutes ses pièces, quitte à prendre des bides terribles. Or, quand Berry se rendait compte que le texte n'était pas intéressant, il se disait, celui que je dirais sera toujours aussi intéressant que celui de l'auteur. Et en effet, il n'apprenait pas son texte. Mais moi, je l'ai vu personnellement dans Le Jour se lève, où il est tourné par Carnet. Et l'auteur était Monsieur Prévert. J'aime mieux dire qu'il avait appris son texte, qu'il le savait bien. Et que dans les grandes scènes avec Gabin, il ne bafouillait pas une seconde et qu'il savait son texte merveilleusement bien. Parce qu'il disait que Prévert, dirigé par Carnet, ça valait la peine de faire un petit effort. Et puis il y a aussi un autre grand monsieur que vous avez approché, c'est Saturne Infâme. On se souvient de ce personnage assez grand, autoritaire. C'était un personnage qui jouait sur l'insolite. Il y a pas mal d'acteurs qui aujourd'hui jouent un peu sur l'insolite, mais l'insolite fait partie à mon avis du spectacle. Alors je me souviens, je tournais avec lui dans Les Portes de la Nuit. J'ai fait 5-6 films avec lui, dans toutes les petites conneries qu'on tournait à l'époque, etc. Mais dans Les Portes de la Nuit, je me souviens, un jour, j'arrive au studio, et je le vois annoter son scénario, qui était de Prévert, avec des crayons rouges, des crayons bleus, des crayons verts. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Saturnin? Ben, il me dit, je travaille mon scénario. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu notes là? Il me dit, toi, tout ce qui est gai, je le dis triste. Tout ce qui est triste, je le dis gai. Tu vois, cette phrase, je la monte. Celle-là, je la descends dans le genre. Tiens à ta bougie, droite.
Mais je lui dis, mais c'est immuable, tu ne changes pas. Il me dit jamais. Je le répète comme ça, et je le dis comme ça. Hello. Mon nom est W. Stone. Du cabinet d'avocat W. Stone. Parker m'a chargé d'assurer votre défense. Oh, il est bien gentil, hein? C'est tout à fait mon avis. Une orange? Ah, mais avoir des oranges, moi aussi? Eh bien, si vous les aimez, vous n'avez qu'à choisir. Non, merci. Un cigare? Ah, vous êtes bien aimable. Du feu? Merci. Asseyez-vous. Calvin. Parlons de choses sérieuses. Votre cellule est confortable, vous êtes bien traité, la soupe est bonne. Acquittez-vous ce régime de faveur? À la police et aux journalistes. Vous les remercierez de ma part. Ah. Je croyais que ça allait me faire tousser, c'est le premier que je fume. Espérons que ce sera pas le dernier. Calvin, vous êtes un ingrat. Songez à vos camarades qui sont au cachot, qui ne reçoivent pas de visite et mangent à l'ordinaire. Vous êtes un petit privilégié, grâce à qui? À notre ami Parker. Il vous donne en plus le meilleur avocat de New York du W. Stone, moi. En échange, il ne vous demande qu'une chose, une simple signature. Aurez-vous le cœur de la lui refuser? Qu'est-ce que c'est? Bagatelle, lisez. Kidnapping, hold-up, vagabondage spécial, loterie clandestine, racket, trafic de devises, corruption de fonds. Mais c'est ma condamnation à mort. Exactement. Mais il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça. On ne vous demande pas d'être vraiment coupable, mais de faire semblant. La police a besoin de vous. Ça, je m'en suis aperçu. L'opinion publique exige un cadavre. Quoi, le mien? Pourquoi pas le vôtre, hein? Mais parce que je suis avocat. Raison de plus. Si on se mettait à arrêter les avocats, on ficherait tout le système par terre. Tandis qu'en condamnant un innocent, on respecte les traditions. C'est ça? Comprenez-moi bien, Calvin. Le jury vous condamne à mort, très bien. Très bien, ça c'est vous qui le dites. Mais avant que vous passiez sur la chaise, on vous escabotera Sing Sing et dans 6 mois, vous serez libre. Mais j'ai aussi entendu parler de gens condamnés à la chaise électrique et qui sont passés à la chaise électrique. Ne citons pas de mauvais exemples. Non, ne citons pas parce que ça... W. Stone. Moi? Je sais, écoutez-moi. Je vous écoute. Voilà. Vous avez deviné? Oui. Non, mais voilà, je vais vous dire. Des fois, ça peut arriver. Ah, ben, bien entendu. Si je m'évadais. Oui. On se sait. Oui. Eh bien, ce serait impossible. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'évade jamais d'une centrale, surtout vous. Quant à la chaise électrique, c'est du tout cuit. Vous y êtes. Ah! Nous allons écouter Cora Vauquer. Cora Vauquer, qui est une merveilleuse interprète. Cora Vauquer a fait ses débuts avec moi. Nous avions une amie qui s'appelait Agnès Capri, qui était un personnage qui a influencé tout le côté cabaret pendant des années. Et on peut dire, sans se tromper, que tout ce qu'on a fait, tout ce que les autres ont fait, et c'est pas pour dire du mal, au contraire, ça prouvait qu'ils avaient du goût. Tout ce que les autres ont fait, par exemple à la Rose Rouge et tout ça sort de chez Agnès Capri. Pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans, Agnès Capri, au moment où elle avait un nom et tout ça, a chanté Prévert. C'était un endroit merveilleux, et c'était un cabaret, en plus, où les gens étaient mal assis sur des petits triangles en bois, etc., et où on leur donnait à manger une nourriture pas tout à fait excellente. Et quand il y en avait un qui s'amusait à parler pendant qu'il y avait quelqu'un qui chantait, ou qu'on jouait un sketch, il y avait toujours un malabar qui venait lui taper sur l'épaule en lui disant « Monsieur, si ça vous intéresse pas, vous pouvez sortir. » Voilà, c'était comme ça, c'était... Pardonnez pas, elle croyait au boulot qu'on faisait, etc. Et moi-même, j'ai débuté chez Agnès Capri. J'étais encore fonctionnaire à l'hôtel de ville quand le soir, je venais jouer des sketchs. C'est le premier argent que j'ai gagné par ce métier chez Agnès Capri. Cora Vauquer, une très jolie chanson. Je ne vous annonce pas le titre, vous allez certainement la reconnaître. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue
Un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. La minute de vérité, Annette Poivre, quel est le plus gros défaut de Raymond Bussière? Ça doit être celui que j'ai pas vu, sinon je serais pas resté. Alors le petit, prenons le petit. D'un côté gueulard et coléreux, mais maintenant je suis habituée, alors ça ne m'apparaît plus. Raymond Bussière, le plus gros défaut d'Annette Poivre. Moi, je vais répondre à Papa Comet si on en avait tellement de gros. On serait parti. Il y a longtemps qu'on serait taillé. Il faut croire que les défauts gênent pas tellement ni l'un ni l'autre, quoi. J'allais dire à un moment, tatillonne sur certaines choses. Je veux dire, si tu changes le porte-savon, ça peut créer des drames. Si tu changes le cendrier, si tu casses le cendrier qui dure depuis 25 ans, ça prend l'allure d'un petit drame. Alors en somme, nous ne savons pas ce qui nous gêne le plus. Tu vois? Quand tu pensais, t'avais un petit sourire de triomphe. Bah, figure-toi, Nénette, j'ai un secret. Toi, t'as encore fait une bêtise. Oh, j'en ai jamais eu l'occasion, ma pauvre poulet. Alors? Bah alors, je peux pas te le dire. T'es trop bavarde. Si tu me le dis pas, je vais me jeter à la rivière. Ah, tu me l'as déjà fait. Oh, je te jure, je serais muette comme une carpe. Oui, bien sûr. Because, la rivière. Oh, que t'es bête. Non, allez, quoi, sois gentil. Dis-le-me-le. Je veux bien te le dire, mais que ça reste entre nous. Bien hein. sûr, voyons. La route qui passe devant la maison. Oui. Eh ben, va devenir une route nationale. Oh, c'est vrai? Et alors? Tu comprends pas? Non, rien du tout. Notre maison, l'auberge. Oui. Eh ben, ça va valoir de l'or. Oh, chic, alors? Et pourquoi? Oui, je vois ce que c'est, faut te faire un dessin. Tiens, ça tombe bien, il est déjà fait. Oh, montre. Toute la circulation va passer devant la maison. Alors, avec une publicité à droite, intelligente, et tu penses si je m'en charge dans le genre... Ici, on dépanne les automobiles et les estomacs. On met des parasols au jardin, Angélica à la terrasse, Louise dans le garage, la grand-mère à la cuisine, et toi, où c'est qu'on va bien pouvoir te mettre, toi? Dans mes bras? Ah, toi, je te jure, je me demande où tu vas chercher tout ça.
soubrette. Mon quartier, si j'avais joué le rôle de Juliette, tout le monde se serait bien gondolé. Et moi, costaud des Batignolles. Tu m'as déjà vu en gros plan sourire à la Clark Gable et les biceps à la Tarzan. Et pourtant... De l'autre côté de l'écran, nous deux, on a toujours été des jeunes premiers, des jeunes amants. Et pourtant, de notre côté de l'écran, chacun pour l'autre, on va rester des jeunes amants, des jeunes premiers. Hollywood m'a pas fait la cour. Tu me vois dans la grande scène du 2, cheveux platines et souffle court, balancer des regards langoureux. Et moi, est-ce que tu m'imagines en train de susurrer I love you dans le décolleté d'une frangine à la poitrine en caoutchouc? Et pourtant, de l'autre côté de l'écran, nous deux, on a toujours été des jeunes premiers, des jeunes amants. et pourtant, de notre côté de l'écran, chacun pour l'autre, on va rester des jeunes amants, des jeunes premiers. I love you. Et pourtant, de notre côté de l'écran, chacun pour l'autre, on va rester des jeunes premiers, des jeunes derniers. Annette Poivre et Raymond Bussière, vous venez de tourner 2 films ensemble. Il s'agit de Mon frangin du Sénégal et Les corsaires du bois de Boulogne. Oui, nous venons juste d'ailleurs de terminer Les corsaires du bois de Boulogne. Les prises de vue sont terminées. Naturellement, le montage, tout ça n'est pas encore fait. Bien sûr. Et nous arrivons de Saint-Tropez, où nous tournions là-bas sur un radeau. Vous n'aviez pas trop froid? Pas trop froid, mais enfin un peu les pieds mouillés. C'est plus la saison, c'était un film pour tourner pendant les vacances. Oui, maintenant, la saison est un peu avancée. Et de quoi s'agit-il? On a eu beau temps. De quoi s'agit-il dans ce film? Les corsaires du bois de Boulogne, c'est une histoire de 3 garçons. C'est C'est 2 garçons et une fille. 2 garçons et une fille. Vous êtes brimés. qui ne réussissent pas très bien dans la vie. Les chanteurs des rues. Les chanteurs des rues, et qui décident de faire un coup pour se faire remarquer. C'est une sorte d'escroquerie, n'est-ce pas, basée sur les histoires de bombards ou les histoires naufragés volontaires. Naufragés volontaires. Les gars se disent, il faut se faire remarquer, pour gagner ta vie, on va se faire remarquer, et on va essayer de faire croire qu'on va construire un radeau pour faire passer. Et ils aboutissent à Saint-Tropez, et naturellement, ils font tout pour ne rien faire, mais ils sont quand même embarqués une fois dans un radeau sur la mer, ils ont des ennuis, enfin tout ça s'arrange très bien. Et ce film, vous l'avez tourné comme acteur seulement? Oui, ça c'est... Et voilà, parce que dans le cas de Mon frangin du Sénégal, là vous êtes responsable du sujet. Pas complètement, donc c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que nous avons une fois fait un film qui s'appelait Le Costaud des Batignolles. Ce Costaud des Batignolles, un très bon succès, oui. Ce Costaud des Batignolles, ce Costaud des Batignolles, j'avais eu l'idée originale. Oui. Et j'avais trouvé un de mes camarades qui s'appelle Norbert Carbonneau, qui avait écrit le scénario. Avec moi, on avait discuté du scénario ensemble, et avec un autre garçon qui s'appelle Guy Lacour. On avait discuté ensemble du scénario, et Norbert Carbonneau avait écrit ce scénario, et on avait écrit les dialogues, parce qu'on pensait que c'était lui le plus qualifié de nous 3 pour faire ce genre de boulot. Et puis après, on faisait notre découpage technique ensemble, et il y avait un de nos camarades qui s'appelle Guy Lacour, qui était chargé de faire la mise en scène sur le plateau et d'appliquer le boulot qu'on avait préparé ensemble. Et vous avez reconstitué cette équipe? Alors on a reconstitué cette équipe pour le frangin du Sénégal. Seulement au départ, j'ai acheté une idée à Kubnik. Oui. Une idée à Kubnik
Et on a bavardé un peu du scénario avec Carbonneau et Lacour, mais alors là, vraiment, je dois dire que c'est Carbonneau qui a fait 90% du boulot, là, alors. Donc, on est peut-être dans le costaud, il y en avait 50 de lui. Là, il y en a 90%, et il a écrit entièrement tous les dialogues, ça je tiens à le dire, parce que plusieurs critiques ont parlé du film de Bussière, alors que moi, je sais ce que je dois à Carbonneau, personnellement. Oui, Ce n'est pas de la modestie, ce n'est surtout pas de la modestie, certainement. c'est de la lucidité. Non, je vous jure, c'est de la Quelle est lucidité. l'idée de ce film? Eh bien voilà, c'est un petit photographe de quartier d'une petite ville qui, depuis 10 ans, est amoureux de la fille de l'épicier d'en face. Malheureusement, cette fille de l'épicier d'en face, qui est un peu... Pardon, un peu... Attention, il s'agit de moi, hein. Qui est un peu bizarre, qui est un peu curieuse, attend depuis 10 ans un héros pour se marier et voudrait épouser un héros. Et comme dit son père, les héros, ça court pas les rues, les vrais sont morts, c'est pas les occasions qui leur ont manqué. Et elle, mais pour elle, les héros, c'est aussi les héros des films américains. Et alors, le jour où je me décide d'aller en mariage, son père me dit, mon Dieu, aujourd'hui, vous n'avez pas de chance, on vient de passer raquette à Chicago avec Humphrey Bogart. Et alors, la vedette du jour, c'est Humphrey Bogart. Vous comprenez, vous avez qu'à l'entendre, elle s'entraîne à tirer des coups de revolver dans la cave. Elle joue la femme gangster. La semaine d'avant, on avait passé un film de corsaire et découpé le saucisson au sabre d'abordage. Vous comprenez? Enfin, c'est la fille qui, quand on passe un film de cow-boy, quand on passe un film de cow-boy, elle va dans la campagne, elle essaye d'attraper les vaches au lasso. Vous voyez le genre, ça fonctionne pas très bien. Alors son père me dit, cette semaine, aucune chance, mais revenez la semaine prochaine, peut-être qu'ils passeront un film un peu plus, ou un peu moins. Enfin. Et je sors et je vois que la semaine prochaine, on va passer La terreur du Tanganyika avec Errol Flynn, qui est un peu... Pardon. Attention, il s'agit de moi, hein. On livre le Sénégal à domicile. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Si vous pouvez la consoler, il paraît qu'elle est triste parce que homme blanc pas venu au rendez-vous. Y'a wawa, y'a quoi, allez, y'a quoi, oh. L'homme blanc n'est pas venu. Je sais bien, c'est ce que votre papa me disait. Mais mon frère, enfin je veux dire César, non, l'homme blanc, il a des excuses. Oui, oh. Il m'a posé un lapin et puis voilà tout. Oh non, il a été malade. Malade? Une petite crise de paludisme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le paludisme? C'est comme tu dirais ici, une sorte de rhume des foins, seulement avec la végétation qu'ils ont là-bas, ça prend tout de suite des proportions. Oh. Dans son délire, il disait, Annette, je t'aime. C'est vrai? Oh, je l'ai pas quitté de la nuit. Oh, je vais le voir. Ah non, maintenant ça va mieux, oui. Ah. Il va venir. Qu'est-ce qu'il disait encore? Il disait, tu es mon grand amour. Je t'ai attendu pendant des années, mais maintenant, je ne te quitte plus. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Tu verras, ce sera merveilleux, ce sera... Il a beaucoup déliré, hein. Oh là là, il disait... En tout cas, c'est très gentil à vous de me dire tout ça. Oh bon. Ah, si, vous seriez en droit d'être jaloux. L'esprit de famille. Il disait aussi... Ah, te tenir, te serrer dans mes bras, te sentir frémissant. Oh, monsieur Vous avez raison, je vais chercher César. Et les photos? Je vous les apporte. Oh, pendant 8 jours, hein. Avant midi. Y'a quoi? L'homme blanc va revenir. Vous cherchez quelque chose? Vous désirez quelque chose, Séraphine? 20 000 francs. Hein? 20 000 francs. Et votre frère me les a empruntés en me disant que vous étiez d'accord. D'accord aussi pour me donner 8 jours de vacances. Il m'a trouvé mauvaise mine. Oh bah alors dans ce cas... Alors comme ça, il paraît que je vous fais du gringue. Que je suis une coureuse. Une gourgandine. Séraphine, écoutez. Je vous donne 20 000, 30 000, 40 000 francs. Vous prenez 15 jours, 3 semaines, 1 mois de vacances, mais... Rendez-moi mes moustaches. Oh, merci, Séraphine. Bouge pour rien. Au Sénégal, au Gabon, au Cap, je m'en fous, mais emmenez-la. Emmenez-la. Y'a quoi?
à quoi Oh non, pas maintenant, ton frère va venir. Sûrement pas. Si, il doit m'apporter des photos. Ben, et puis après? Oh bah, il pourrait nous surprendre. Bon. Oh non, il a été très gentil avec moi tout à l'heure, je veux pas lui faire de peine. Mais je te jure, tu m'entends? Je te jure que je sais qu'il ne peut pas venir. Mais lui, même depuis 10 ans, toi depuis 2 jours à peine. Tu peux bien être un peu patient. Oui, voilà. Nous nous aimons. Je l'aime, papa. Et nous nous aimerons à la face du monde. Elle m'aime. J'ai à m'expliquer avec ton père. Joli travail. Vous pouvez être fier, c'est intelligent. Vous m'aviez dit qu'elle voulait du héros. Il chasse le lion au Sénégal, mais il vit avec les sauvages. Il tue des fauves, mais c'est un héros, comme dans les films. Et je lui dis oui, oui, oui. Et elle me dit, mais quand est-ce qu'il revient? Et j'avais pas pensé à ça, naturellement, mais je lui dis, il revient jamais. Elle devient triste, et je lui demande pourquoi. Elle me dit, mais parce que c'est exactement le genre d'homme que j'aimerais, quoi. Et je lui dis, mais moi, avec des petites moustaches, ça vous irait pas? Elle me dit, oh non, voyons, c'est pas sérieux. Alors je lui dis, dans ce cas-là, il reviendra peut-être. Et naturellement, à ce moment-là, je fais arriver mon frère, le chasseur de lions du Sénégal, dont la fille devient amoureux immédiatement. Et alors, toute l'histoire du film, maintenant, c'est de l'histoire de ces deux frères qui ne seront jamais ensemble, pour une bonne raison. Et une bonne raison. Et c'est très difficile de jouer deux personnages, enfin, je veux dire, dans la vie, quoi. Enfin, c'est très compliqué, vous comprenez, on vous invite tous les deux à manger, je dis oui, d'accord, on viendra tous les deux. C'est-à-dire que, je dis, moi, le photographe, je serai un peu en retard parce que j'ai du boulot, alors je fais le frère qui va casser la croûte, le frère s'en va, je reviens dans l'autre frère, enfin, ça va. C'est très compliqué. Et la fille, un petit peu, enfin, comme ça, c'est vous, Annette Poire. Oui, c'est moi, la fille, un peu comme ça. C'est un personnage assez nouveau pour vous. Oui, enfin, pour une fois, j'ai pas joué une caricature ou une composition ou un personnage comme j'en joue très souvent, quoi. Et alors, j'aborde presque le genre charme. Nous pouvons dire même le genre. Presque les femmes nues. Pour la première fois, je me suis déshabillée. Il y a des critiques qui ont marqué la joliesse du nombril, la membrure d'Annette Poire. Ce dont je suis très fier, d'ailleurs. Je crois que vous n'avez pas cherché à faire un film burlesque, malgré tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne méprise pas le burlesque. Non, c'est un des gars qui a adoré la soupe au canard, enfin, qui est le type du film des Marx Brothers. On était de la création de Branquignol, on est en plus de la création de Branquignol. C'est un style que j'aime beaucoup. Mais là, il n'en est pas question du tout. D'ailleurs, l'histoire que je vous raconte prouve que c'est une histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment pourriez-vous définir alors votre film? Un film comique. Un film comique. Un film comique. Nous avons trop aimé Charlot pour ne pas en être influencé. Nous n'avons pas la classe de Charlot. Oui, nous n'avons pas la classe de Charlot. Vous comprenez, ça n'est pas une comédie, c'est un film comique. Comique et gentil. Ah oui, toujours. Moi, quand il m'en avait parlé, je l'avais pas cru. Oh non, Séraphine, non, à gauche, voyons toujours à gauche. Ma parole, vous n'êtes jamais allé en Afrique. Monsieur Jules. Mademoiselle Annette. Oh, je suis si heureuse. Et moi donc. Alors, je vous plais? Oh. Moi, c'est bien simple, hein. Je ne vous quitte plus. Moi non plus. Dites-moi vite. Alors, il explore la brousse. Oui. Il vit avec des sauvages. Oui. Il tue des fauves. Oui. C'est un héros. Oui. Comme dans les films. Oui. C'est merveilleux. Oui. Il revient quand? Bon. Quand? Mais jamais. Vous savez, aux dernières nouvelles, il était prisonnier des coupeurs de tête. Remarquez, une fois comme ça, il avait été prisonnier des hommes panthères et il s'en était très bien tiré. Quoique, avec les coupeurs de tête, ça vous ferait tellement plaisir qu'il revienne. Lui, vous l'aimeriez? Et moi? Oh, monsieur Pince. Souriez. Il reviendra peut-être. Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés.
des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un beau faux col et un chapeau mou. Ça ne fait pas chic, une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi, quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qui s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames, pleines de perles et de diamants, en nous croisant ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles cacheront comme des filles, en s'enroulant dans nos quilles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Mais il n'y a pas mieux pour donner le grand frisson comme un mauvais garçon.